Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange. Ce soir, nous allons ouvrir le dossier des guérisseurs et des rebouteux. Nous ferons également le point sur la prière qui passe le feu, la prière que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir reçue et peut-être à avoir utilisée. Nous écouterons à ce propos un témoignage d'un auditeur de la Haute-Garonne qui dit l'avoir utilisé avec beaucoup de succès. Alors si c'est le cas, vous, si vous l'avez utilisé également, appelez-nous pour nous dire ce que ça a donné, si ça a marché, si ça n'a pas marché. Notre standard est à votre disposition. Emmanuel est là pour recueillir vos questions, vos réactions ou vos témoignages. Vous appelez tout de suite au 0826 300 300, 0826 300 300. Si vous êtes allé consulter un guérisseur, appelez-nous pour nous dire comment cela s'est passé et si finalement vous en êtes content. Si vous avez vous-même un talent de guérisseur, si vous passez le feu, si vous êtes rebouteux, si vous réussissez à réduire une entorse, eh bien, votre témoignage nous intéresse également pour savoir comment vous avez reçu ce don, s'il est dans la famille depuis fort longtemps ou si vous vous l'êtes découvert comme ça au fur et à mesure. Appelez-nous 0826 300 300. Et vous allez découvrir plusieurs invités. Le premier, c'est Dominique Camus, que vous connaissez puisque il a été notre invité dans Les Aventuriers de l'étrange pour parler de sorcellerie. Là, il va nous parler en tant qu'ethnologue des guérisseurs, des magnétiseurs et des penseurs de mots, des leveurs de mots, comme il dit lui-même. Et nous recevrons également Olivier Schmitz, qui est lui ethnologue et qui travaille en Belgique, en Wallonie. Nous irons donc en dehors de nos frontières pour découvrir si les magnétiseurs, les guérisseurs là-bas travaillent de la même manière. Et avec Olivier Schmitz, nous aborderons également d'autres sujets, ce qu'il appelle les médecines en parallèle, c'est-à-dire le chamanisme, le yoga, le qigong. Il nous en parlera, il nous dira en quoi ça consiste et il nous parlera également des gens qu'il a rencontrés. Je vous redonne donc le numéro de standard 0826 300 300 pour participer à cette émission qui est aussi la vôtre, ou également vous pouvez nous envoyer des SMS, vous tapez le mot Sud sur votre portable, vous laissez un espace, ensuite votre question, votre réaction avec votre numéro de téléphone si vous voulez que l'on vous rappelle bien entendu, et vous envoyez le tout au 71 200. Sinon, vous le savez, 0826 300 300, nous vous rappelons immédiatement pour que vous puissiez intervenir dans cette émission. Dominique Camus, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ethnologue et sociologue, vous êtes un habitué de cette émission Les Aventuriers de l'étrange puisque nous avons eu le plaisir déjà de vous recevoir. Alors vous vivez en Bretagne qui est votre région d'enquête et même un peu plus large, d'enquête et d'études sur les guérisseurs, les penseurs de secrets ou les leveurs de mots. Alors nous commençons cette émission avec vous. Et un témoignage. Pour tout vous dire, nous avons envoyé une prière pour enlever le feu qu'une auditrice m'avait envoyée il y a fort longtemps. Donc nous l'avons envoyé à plusieurs de nos auditeurs et auditrices en leur demandant de l'utiliser et surtout de nous faire part de leurs résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, bien entendu. Et là, nous avons eu un témoignage. Nous n'avons pas eu pour le moment de résultats négatifs. J'en profite d'ailleurs pour le demander si ça n'a pas marché. Dites-le nous aussi. Alors, je vais vous faire écouter un premier témoignage et ensuite vous nous donnerez votre réaction, d'accord ? Très bien. Écoutons donc ce message qui est arrivé sur notre répondeur, le 0826 300 300. Bonjour, je suis Johan Bercier de Saint-Paul-sur-Save. J'ai reçu le secret pour passer le feu il y a environ 3 mois. Donc j'ai pu le tester ce matin sur mon fils qui s'est brûlé sur la jambe, donc avec le pot d'échappement de ma moto. Il s'est calmé de suite et la douleur était beaucoup moins forte, donc ça marche. Merci donc à Louis Benedi et toute son équipe et bonne continuation. Au revoir. Merci. Voilà donc ce témoignage tout à fait sympathique de cet auditeur de la Haute-Garonne. Dominique Camus, qu'en pensez-vous ? Puisque en envoyant ce secret pour passer le feu, des gens l'ont donc reçu et là ce monsieur l'a essayé et visiblement avec succès. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Disons 2 réflexions. Quant au résultat, ça ne m'inspire pas grand-chose dans la mesure où, en fait, ma voix ne peut que s'ajouter à celle de milliers de personnes qui ont pu constater l'efficacité de ces façons de faire et surtout l'ultra-rapidité des résultats. Ça, c'est le leitmotiv, c'est ce qui caractérise la cure de pansement de secret. Les résultats sont obtenus dans les secondes qui suivent. Et alors, évidemment, c'est très spectaculaire pour ce qui est des brûlures. Donc ça, en fait, j'ai rien de plus à dire que ce que savent la plupart des auditeurs qui ont opéré dans le registre.
Par contre, j'imagine que vous attendez de moi que je vous donne des explications sur le fait que... J'allais y venir. Voilà, qu'une formule transmise par les ondes, eh bien, puisse produire des résultats tangibles, efficaces, alors qu'habituellement on considère que de tels résultats peuvent être obtenus uniquement par transmission d'un don. Alors, eh bien, moi, l'explication que j'y vois, ça peut très bien être le fait que cette personne peut être ce qu'on appelle un leveur de mots. En général, on confond deux types de guérisseurs, des gens à qui on transmet des formules de guérison, comme vous l'avez fait, donc qui sont les penseurs de secrets. C'est-à-dire, ils pensent des maladies en utilisant un rituel qu'ils tiennent secret, d'où leur nom. Ces rituels, c'est des petites formules. Et autrement, il y a des gens qui, du fait des circonstances de leur venue au monde, peuvent avoir une faculté pour soigner une maladie. Par exemple, il y a des gens qui passent le feu parce qu'ils sont nés le jour de la Saint-Laurent ou le 31 décembre. Donc, ça peut très bien être le cas de cette personne. Il peut avoir un don qui relève en fait de l'appellation de leveur de mots. Alors évidemment, s'il utilise une formule pour le même type de maladie qu'est son don, à savoir celle pour le feu, eh bien on constate l'efficacité. Ça c'est clair. Ouais. Et en fait, beaucoup de gens qui relèvent de cette appellation de leveur de mots, de cette catégorie-là de guérisseurs, ignorent leurs facultés, tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans un contexte culturel qui leur a expliqué, eh bien, que certaines circonstances de la naissance, ainsi par exemple certaines dates, eh bien, peuvent octroyer donc à tous les natifs une faculté guérisseuse. C'est-à-dire que sans le savoir, cette personne s'est peut-être découvert cette capacité de passer le feu. Tout à fait. Et est-ce que le fait d'avoir cette prière entre les mains a servi de déclic et d'utiliser cette prière l'a mis dans un état particulier qui lui a permis d'exercer son don? Oui et non. Il ne faut pas non plus monter la tête en épingle par rapport à ça. On n'est pas dans un cadre tel par exemple celui du chamanisme. On peut vraiment pas parler d'initiation en ce qui concerne la transmission de formules, de types de pansements de secrets. Vous savez, ces formules, c'est des petites phrases guérisseuses. Il y en a 5-6 phrases et puis on transmet également les conditions d'application, à savoir s'il faut être à jeun, s'il faut renouveler le rituel 3 fois. C'est vraiment très très peu de choses. L'essentiel du processus thérapeutique est dit en quelques phrases. Bien souvent, ça se transmet sur un coin de toile cirée dans la cuisine ou quand c'est à la campagne, comme on dit, au cul du tonneau en Bretagne, en buvant une bolée. Et puis c'est tout. Donc il n'y a pas de conditions psychologiques à réunir. Et quand la personne exerce, eh bien la cure de pansement de secret ne dure que quelques secondes. C'est l'énoncé de ces quelques phrases, eh bien qu'on va ponctuer d'un signe de croix sur le siège du mal, en l'occurrence les brûlures. Souvent, on souffle dessus. Tout simplement comme on refroidit une soupe chaude, un aliment brûlant, ou par exemple les verrues ou les dartres, on trace le signe de croix, parfois rehaussé de la salive sur la verrue ou sur la dartre, en prononçant mentalement la petite formule guérisseuse. Donc, ça va très vite, il n'y a pas à se mettre dans des états spécifiques. Donc ça ne déclenche pas particulièrement, je sais pas, de psychochoc, comme diraient nos ou un état modifié de conscience, ni du thérapeute, ni même du soigné. Alors, il faut savoir aussi, et j'anticipe sur vos questions, j'imagine, eh bien que ces cures valent aussi bien pour les humains que les bêtes. C'est la maladie qui est susceptible d'être attaquée. Une brûlure est une brûlure, une entorse est une entorse, une verrue est une verrue, un zona est un zona. Y compris pour un chat, un chien ou un animal. Et voilà. Alors, parlons des prières que vous avez collectées. Vous en avez collecté beaucoup. Vous les avez publiées. Alors, comment les avez-vous recueillies, puisque ce sont, entre guillemets, des secrets? D'une façon très simple, d'ailleurs que j'explique dans l'ouvrage La Parole Magique, qui a été tout simplement le premier bouquin publié sur le sujet. Bon, à l'époque, j'habitais en campagne, donc en Bretagne, vous l'avez rappelé, et j'avais tout simplement mon plus proche voisin qui passait le feu. Moi, je venais d'un milieu urbain, c'était pas du tout ma culture, ce genre de façon de faire. Ben, évidemment, ça m'a fait dresser un peu l'oreille. Et je
voulais savoir, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de passer le feu? Et puis, j'ai rencontré plein de gens qui avaient eu l'occasion de ressentir les effets bénéfiques de ces façons de faire. Donc, j'ai été voir cette personne, qui, en l'occurrence, me connaissait très bien, qui m'a dit, mais j'ai rien à te dire, et de toute façon, c'est secret. Je lui ai dit, mais je te demande pas ton secret, je veux que tu me parles de toi. C'est quoi passer le feu? Qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi les gens viennent te voir? Et plein d'informations déjà qui concernent le sujet. Ouais. Et du coup, cette personne m'a parlé de ce qu'elle faisait, d'où venait son don, de comment elle expliquait l'origine de ce genre de faculté. Et puis, plus tard, donc c'était pas très difficile dans la mesure où c'était un voisin, et bien elle m'a dit, bon bah maintenant tu sais quasiment tout, bah écoute, je vais te donner la formule. Et voilà. Et en fait, ça s'est toujours passé comme ça. Maintenant, ça fait déjà une trentaine d'années que je travaille sur le sujet. Donc des penseurs, il y a pas très longtemps, j'ai fait à peu près le compte. J'en ai rencontré plus de 3500. Je n'ai jamais demandé à qui que ce soit les formules guérisseuses. Elles m'ont toujours été transmises volontairement par les gens. Alors, parce qu'ils doivent tout simplement les céder, ces formules. Ouais. C'est ça qu'on appelle le don. En fait, si je voulais être lapidaire, je dirais le don, c'est le secret. Et le secret, c'est tout simplement la connaissance de cette petite formule et puis des gestes qui s'y rapportent. Par contre, tous insistent sur le fait qu'il ne faut pas trahir le secret. Mais partant de là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il ne faut pas trahir mon don, le fait que cette formule, c'est la mienne. Oui. Qui du coup n'est pas incompatible, enfin, et ça j'en ai discuté avec eux, bien sûr, avant de le faire. Avant, c'est pas incompatible le fait que l'on délivre les formules guérisseuses, les protocoles qui s'y rapportent, et bien sûr pour les analyser, parce que c'est mon travail en tant qu'ethnologue. Oui, parce que vous les avez publiés dans le livre, donc est-ce que c'est pas éventer, trahir le secret, justement? C'est ce dont vous parlez. On ne trahit pas le secret de monsieur un tel ou de madame une telle. Ouais. Vous ne savez pas quel nom, quel visage, et il y a derrière les formules qui sont dans mes différents ouvrages. Le secret est préservé. Par ailleurs, le protocole guérisseur, qu'on appelle également secret, d'où la confusion justement des termes, est quand même du secret de Polichinelle, parce que les gens voient bien les gestes qui sont faits. D'une part, les gens savent bien s'il faut aller à jeun, ou faut renouveler le rituel 3 fois, ou si par exemple, comme pour le zona, il faut aller plutôt à l'aube ou plutôt le soir, c'est-à-dire en dehors des heures chaudes, des heures solaires, où ils savent également bien si la verrue ou la darde va être transférée sur un aliment qui va être enterré dans le sol ou jeté dans une rivière pour être mis à pourrir. Donc, il y a déjà toute une partie du protocole guérisseur qui est connue. Oui. On connaît également d'où viennent les formules. Bien souvent, c'est très très clair en campagne, mais également en ville, parce qu'on ignore assez comment se fonctionne la sociologie urbaine, mais les quartiers de ville sont en fait des petits villages très fréquemment. Eh bien, on sait qui est-elle le dépositaire du don de la formule avant. Donc, on sait que ça marche. Il y a déjà une vertu de l'éprouver qui est vérifiée. Donc, la seule inconnue, si je puis dire, c'est tout simplement la formule elle-même. Donc, un seul élément de tout un ensemble qui fait partie, justement, du protocole guérisseur. Donc, c'est là où on peut parler, en gros, quand même, de secret de Polichinelle. D'accord. Alors, les leveurs de mots ou les penseurs de secrets ne peuvent pas, vous le dites très clairement dans vos ouvrages, s'attaquer à toutes les maladies. Ils disent même, selon vous, les maladies graves sont plus fortes que nous. Oui, alors voilà, il faut tempérer aussi les propos, il faut comprendre ce qu'ils disent en parlant de maladies graves. Oui. En fait, il y a échec pour des causes très précises. La maladie, la première cause, c'est que la maladie ne relève pas de leurs compétences, de leur don en quelque sorte. C'est vrai qu'on peut voir par exemple quelqu'un qui a le don pour passer le zona. Donc le zona est une maladie qui se caractérise par un excès de chaleur, une maladie qui brûle. On parle de ceinture de feu ou de feu de Dieu en parlant du zona. Oui. Donc il peut y avoir des gens qui ont une brûlure résultant d'un accident ou d'un coup de soleil qui vont les voir. Donc dans ce cas, on ne refuse pas, de traiter quelqu'un. D'autant que c'est que quelques minutes. Il s'agit vraiment de soulager une grande souffrance. Donc là, les penseurs de zona vont généralement s'exercer. Et souvent, et même quasi majoritairement, avec succès. Donc le feu de la brûlure ou du coup de soleil est vaincu.
On peut avoir exactement la formule inverse, à savoir quelqu'un qui passe le feu, eh bien peut-être pressenti par quelqu'un qui a un zona ou un eczéma. Pareil, un eczéma brûle l'épiderme. Donc, cette personne peut très bien ne pas oser renvoyer son patient, la personne qui vient la voir, en disant écoutez, ça ne relève pas de ma compétence. Il le sait que ça relève pas de sa compétence, mais il dit après tout, je vais toujours faire, si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal. Là, il est évident qu'il y a échec. La maladie ne relève pas de l'efficacité de son don. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, la maladie ne relève pas du don, mais parce qu'il y a une confusion. Des fois, on prend, par exemple, pour le cas des verrues, on peut très bien prendre un petit durillon, une boursouflure de chair pour une verrue, alors que ce n'en est pas une. Donc là, évidemment, il y aura échec. Oui, évidemment. D'accord. Et puis, enfin, on exclut aussi le troisième cas de figure, qui fait que, par exemple, il y a échec si les gens ne respectent pas les prescriptions. Je l'ai dit, par exemple, il est fréquent dans le cas de maladies donc purulentes comme les furoncles, les panaries, souvent également pour les verrues, de venir à jeun. En fait, on attaque le mal quand il est affaibli par le manque de nourriture, on va dire. Eh bien, dans ce cas, si la personne n'est pas à jeun, il y a une cause possible d'échec. On n'a pas respecté les termes du rituel. Ça va de soi. C'est comme si vous respectez pas la posologie que va vous donner le médecin. Si vous prenez des antibiotiques pendant 3 jours, c'est pas la peine. Il faut les prendre pendant la durée du traitement. C'est exactement la même chose. Enfin, quatrième cas de figure, eh bien, la maladie ne relève pas du tout de ce type de façon de faire. La maladie soignée par les penseurs de secrets, ou également les leveurs de mots, mais même plus largement tous les guérisseurs, par exemple les magnétiseurs, ceux qui imposent les mains, ou ceux qui manient des énergies. En fait, ce sont des maladies qui relèvent du naturel. Des virus, des microbes ou des accidents, des causes naturelles. Mais il peut arriver que les maladies relèvent du surnaturel, c'est-à-dire du maniement de forces occultes par des humains pour déclencher des affections chez leurs concitoyens. C'est la sorcellerie. Dans ce cas, il y a inefficacité de tous les procédés de guérissage, que ça soit ceux des leveurs de mots, des penseurs de secrets, qui sont assez simples, pour ne pas dire frustes, et y compris des procédés beaucoup plus sophistiqués qui sont employés, par exemple les gens qui manient les énergies ou qui maintenant font du Reiki, utilisent la radionite, etc. Là, il y a échec. Dominique Camus, on va s'accorder une première pause et on va parler dans quelques minutes de la conception de la maladie par les guérisseurs, parce que ils ont une vision globale. Ça, c'est intéressant, on va y revenir. Également l'association du mal à un objet pour faire une sorte de transfert que je qualifierais entre guillemets de magique, pour le jeter, pour s'en débarrasser, pour le manipuler peut-être plus facilement. Et ensuite, vous nous parlerez également d'une expérience, une des expériences que vous avez vécues très très forte, que vous relatez dans votre livre avec Monsieur Leroy. À tout de suite. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Jean-Louis Aubert, ailleurs dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Notre standard est à votre disposition, 0826 300 300. Nous parlons des magnétiseurs et des rebouteux. Si vous êtes allé consulter vous-même un magnétiseur ou un rebouteux, votre témoignage nous intéresse. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Dominique Camus, ethnologue et sociologue, auteur de nombreux ouvrages très très intéressants sur les guérisseurs, sur les paroles magiques, sur la sorcellerie également, puisque nous vous avons reçu dans ce cadre-là pour parler de sorcellerie, pour parler de, je ne me rappelle plus d'exorcisme. Merci de venir à mon secours. On vous avait reçu à ce propos dans les aventuriers de l'étrange. Alors, parlons, Dominique Camus, des guérisseurs, des penseurs de mots, des leveurs de mots, des penseurs de secrets. La conception qu'ont ces guérisseurs de la maladie est très globale, c'est-à-dire qu'ils incluent la personne, là où ils vivent, son environnement. Ils ont vraiment une vision très large.
Disons, pour faire court, c'est un peu la ligne de clivage que l'on peut voir dessinée fréquemment entre la médecine officielle, donc celle qui émarge à la sécurité sociale, et puis les médecines parallèles. C'est-à-dire que la médecine officielle a tendance à traiter uniquement le symptôme. C'est tout simplement des grilles de lecture qu'on enseigne à l'université de médecine, à l'école de la santé publique. Alors que les médecines parallèles, et en l'occurrence les manières de guérissage, ont tendance à envisager l'homme de façon plus globale et dans son univers. Ceci dit, il y a quand même des grands clivages aussi dans ces médecines parallèles. Ce que je viens de dire est plutôt vrai pour les magnétiseurs, les guérisseurs qui imposent les mains, sachant que par cette imposition des mains, ils transmettent un fluide salvateur. Ou les gens qui manient des énergies, c'est-à-dire ils ont la capacité de se mettre en contact avec un au-delà où il y a des forces, bien sûr, qui peuvent avoir des effets salvatrices, ils sont capables de les retransmettre aux souffrants. Donc ça, on a plutôt là des gens qui ont une vision de l'homme dans un univers global où il y a à la fois les sources de ces problèmes et aussi des possibilités d'y remédier. Pour ce qui est des leveurs de mots ou des penseurs de secrets, là il faut être beaucoup plus nuancé. Il n'y a pas vraiment de grande conception, si vous voulez. Hormis pour certaines maladies, mais là on va se retrouver sur des choses relativement simples et anciennes, en fait qui sont le terreau de toute la médecine populaire, où on va opposer plutôt à des maladies chaudes, par exemple, des traitements qui vont se dérouler pendant les heures froides. Je faisais allusion tout à l'heure au zona, on va plutôt le traiter ou le matin ou le soir, donc pas pendant les heures solaires. Vous voyez, c'est des choses relativement simples comme ça, mais qui malgré tout sont riches de portée, dans la mesure où l'homme n'est pas réduit à seulement des symptômes, mais prend place dans un environnement plus large, un environnement qui peut justement être cosmique dans certains cas. Alors parlons maintenant de l'association du mal à un objet. Vous en parlez également dans vos ouvrages. Il y a une sorte de transfert comme ça. Par exemple, ils utilisent des clous, ils utilisent des cailloux, ils utilisent, vous voyez, pour transférer le mal sur un objet qui après l'objet est soit jeté, soit éjecté, enfin pour pouvoir vraiment manipuler le mal. Voilà, vous avez déjà tout résumé en quelques mots. C'est pas le tout de vouloir soigner les gens, sachant que la cure, en fait, impose la force du guérisseur, son don, si vous voulez, pour faire court, à une maladie qui est supposée être quelque chose de vivant qu'il faut extraire du corps. C'est bien beau de l'extraire, mais qu'en faire après? Dans les cures magiques au sens large, il y a une théorie qui veut que l'on puisse reporter l'état de quelqu'un, et en l'occurrence une maladie, si cette personne est souffrance, sur un objet sur lequel on va appliquer le pouvoir magique. Par exemple, vous avez fait allusion tout à l'heure au fait que on avait précédemment fait une émission sur la sorcellerie. C'est exactement ce même processus qui joue lorsque les sorciers fabriquent des poupées à effigie de leurs victimes. Et bien là, on a exactement la même chose, et on va transférer une maladie sur un objet. Sur cet objet, le penseur va réciter la formule adéquate, et puis après va détruire cet objet. Comme par exemple pour enlever les verrues. Choisis n'importe comment. Où ils sont généralement choisis avec leur ressemblance avec la maladie. On va prendre par exemple l'exemple des verrues, qui est connu de beaucoup de gens. Tout le monde voit ce que c'est une excroissance de chair. Dans ce cas, on utilisera plutôt un caillou ou un petit pois, un pois chiche, un haricot. Donc tout le monde voit pourquoi. Alors, ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, l'objet peut être choisi pour sa capacité à faire véhiculer la maladie, en fait à le rejeter loin des humains, là où elle va disparaître. On reste toujours sur cet exemple des verrues. Si le rituel dit, par exemple, il faut faire pourrir le mal. Ça, c'est un schéma très très fréquent. Donc, on enterre le substrat de la maladie dans la terre ou dans le fumier, et au fur et à mesure qu'il va pourrir, la verrue va disparaître. Dans ce cas, on comprend pourquoi on ne va pas prendre un caillou, mais plutôt préférer un légume, évidemment, ou haricot, etc.
Si, l'idée c'est de le jeter tout simplement au loin, là où on le voit plus, c'est-à-dire de le reléguer dans l'inaccessible. Donc ça y est, il a disparu de la vision des humains, il n'existe plus. Dans ce cas, on préférera plutôt le caillou, parce qu'il a un certain poids, et donc on peut le jeter très loin. Vous voyez ? Alors, bien sûr, souvent ces deux éléments peuvent se combiner. Hein. On peut choisir l'objet du fait de sa ressemblance avec la maladie et également du fait de sa capacité à faire véhiculer le mal. Ouais. Alors... Pour les verrues, ce qui est très fréquent, c'est par exemple de prendre une petite brindille de coudrier, donc arbre magique que l'on voit souvent dans le domaine du magique au sens large. Par exemple, cet arbre qui est utilisé par les sourciers pour tailler la baguette qui va déclencher le réflexe permettant de trouver les sources. Eh bien, donc, on va faire une encoche qui symbolise la verrue sur cette brindille de coudrier, et puis on va nouer autour une brindille de paille, et puis on va jeter ça par exemple dans une rivière, emmener ça dans les ondes, à la fois au loin, et puis la brindille va couler, va pourrir, et la verrue va disparaître. Ouais, c'est très poétique finalement, hein. C'est très joli, je trouve. À lire les textes, les formules, c'est vrai que moi ça c'est l'expérience un peu particulière de l'ethnologue qui va travailler pendant des jours et des jours et des jours à compulser ces textes, à les réécrire, à les recopier, et il y a effectivement une certaine poésie, à savoir que c'est très très clair. Quand on voit ces formules, il y a un phrasé bien défini, il y a des rythmes, des assonances, donc tout a un sens à ce niveau. Par moment, il y a des majuscules dans le corps du texte. Eh bien, il ne s'agit pas de faute d'orthographe. Les majuscules ont un sens. Généralement, ce sont les verbes, en fait, de commandement, d'exécution, qui ont une majuscule. En fait, là, mentalement, le penseur, donc, il donne un ordre, que la maladie s'en aille, que les forces exercent leur puissance salvatrice, eh bien, il hausse le ton. Eh bien, ça doit même se voir dans la rédaction proprement dite. Et là, c'est vrai qu'il y a tout un ensemble, qui est plein de sens. Les signes de croix qui ponctuent ces formules, sont autant de points de ponctuation aussi, qui donnent à la fois de la force à la formule elle-même, et puis qui montrent que déjà on est en train d'agir. En fait, on est jamais dans l'abstrait, on est toujours dans le concret. On va parler dans quelques minutes de cette expérience que je vais vous demander de nous raconter, que vous avez vécu avec Monsieur Leroy, Gérard Leroy. Mais avant, je voudrais vous demander, vous qui avez une multitude de secrets, de prières comme ça à votre disposition, évidemment vous êtes ethnologue, donc vous en avez collecté beaucoup, vous avez rencontré énormément de guérisseurs. Avez-vous essayé vous-même une ou plusieurs prières pour vous soigner? Pour être franc, oui, simplement. Oui. Sens, c'est pas parce que je suis ethnologue qu'a priori j'ai moins de bon sens que mes concitoyens. C'est pas pour autant d'ailleurs que ça m'en donne plus, ça faut vérifier l'hypothèse. Mais il est clair que quand on a ce genre de formules, d'abord je l'ai dit clairement dans mes ouvrages, ces formules on me les a transmises, on transmet le don, c'est tout. Hein. Eh bien c'est un peu stupide quand on se brûle, quand on a des enfants et quand on sait la prégnance des accidents domestiques, de ne pas les utiliser. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais bon, ce qui compte, c'est pas mon témoignage en tant que tel. Celui-ci se rajoute aux milliers d'autres témoignages que l'on peut facilement collecter à gauche et à droite, aussi bien d'ailleurs auprès de nos concitoyens, j'allais dire lambda, mais également dans les milieux médicaux, parce que ça c'est une chose qui m'a d'emblée étonné quand j'ai travaillé sur le sujet. Donc j'ai été interroger les médecins et puis tous les gens qui sont autour du médical, les pharmaciens par exemple. Il est très fréquent que ces gens-là, même s'ils le clament pas ouvertement, envoient de leurs clients chez qui des penseurs de secrets, qui des leveurs de mots. Par exemple, certaines maladies, c'est vraiment presque inévitable. Je pense notamment le zona. Bien sûr, pour les verrues, le psoriasis, c'est vraiment frappant et flagrant. Là, nous vivons à l'heure de la Coupe du Monde. Je vous assure que dans toutes les équipes, on connaît les formules pour les entorses. Ça va de soi. Ah bon?
Attendez, le pied de Zidane, il vaut de l'or, hein. Ah oui, ça je suis d'accord. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Et justement, parce que ce qui caractérise ces façons de faire, c'est l'ultra rapidité des résultats. Ce qui veut dire que la médecine officielle ne peut pas utiliser l'argument qui consisterait à dire que, en ayant recours à ces façons de faire, on perd un temps précieux et que les guérisseurs, en fait, transformeraient le malade, par exemple, en incurable. Ben non. Ça ne se joue pas, en tout cas, pour ce qui est des cures de penseurs de secrets ou de leveurs de mots, ce qui n'est pas forcément le cas pour les magnétiseurs ou les gens qui manient les énergies. Ce qui explique aussi le fait que, alors ça c'est l'historien qui parle, moi je n'ai jamais trouvé de procès pour exercice illégal de la médecine à l'encontre de ces deux catégories de guérisseurs, qui par ailleurs agissent toujours gratuitement. Oui. Il ne s'agit pas de facultés que l'on fait payer. Ça aussi, c'est une éthique. Tous parlent de charité. Ouais. Ça, ils font don d'eux-mêmes, c'est charitable. On ne peut pas éconduire un souffrant, qui nous renvoie aux propos que nous émettions tout à l'heure sur éventuellement l'inefficience de certaines façons de faire, lorsque la maladie ne relève pas de leur don, quand même on fait quelque chose. Ouais. Sous peine, si on ne respecte pas cette règle, peut-être de perdre ce don, justement. Tous disent cela. Ouais. Ça c'est clair. Tous le disent. Alors, ça n'exclut pas certains gestes. C'est clair que la personne donne de son temps. Hein. En fait, en gros, au moment où vous rentrez de votre journée de travail, que vous avez rempli vos obligations sociales, familiales, etc. Donc, bref, au moment où tout un chacun se met les pieds sous la table, ces gens-là sont susceptibles d'être dérangés par des souffrants, de traiter ces gens-là, voire pour certains d'entre eux, de prendre le mal sur eux. C'est le cas, par exemple, des gens qui passent l'estomac. Oui, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, il va de soi que, ces gens-là font un geste, si je puis dire, qu'on en fasse un aussi. Alors, s'il y a transaction financière, moi, j'ai jamais vu au-delà du billet de 10 euros. Quand c'était en francs, au-delà du billet de 50 francs qui est donné. Mais si c'est par exemple une personne âgée qui intervient, si elle habite à la campagne, quelques tours de bêche sont une très bonne compensation. Si vous avez un plan poulet ou lapin, ça fait l'affaire. Vous voyez, c'est tout simplement de l'échange de bons procédés. Oui, tout à fait. Des sauvages. Voilà. Mais on ne peut en aucun cas parler de circuit monétaire. Dominique Camus, on va dépasser là pour conclure cette deuxième session ensemble, mais j'ai envie de dépasser peut-être vos compétences d'ethnologue et sociologue, je le rappelle. Mais vous vous êtes évidemment posé la question, puisque vous connaissez des docteurs en médecine, comment cela marche? Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que là, on parle de ce qui entoure, mais dans le cœur du problème. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Le comment, c'est ce que j'explique dans mon ouvrage Paroles magiques, où j'ai disséqué tout ce qui compose le processus guérisseur. Vous l'avez dit, ce qui est autour, bien sûr, c'est les raisons d'être même de ces processus. Pourquoi on s'adresse aussi à ces guérisseurs et pas aux médecins, ou à ces types de guérisseurs et pas à d'autres types de guérisseurs. Ça aussi, c'est important de le savoir. Et puis, qu'est-ce qui fait que ça marche? D'où la nécessité qui allait de soi pour moi, de dévoiler les secrets, puisque l'analyse porte dessus. Oui, tout à fait. Dominique Camus, une deuxième pause, et vous allez nous raconter dans quelques minutes cette très belle histoire que vous relatez d'ailleurs dans votre livre avec Monsieur Leroy, Gérard Leroy. Vous nous le présenterez, vous nous raconterez ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, parce que humainement ça a été fort quand même. À tout de suite. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange.
Casey Brown sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange, c'était Unbelievable sur Sud Radio. Nous parlons des guérisseurs, des rebouteux. 0826 300 300. Emmanuel est prête à recevoir vos réactions, vos témoignages, si vous êtes guérisseur, si vous êtes rebouteux, si vous avez un talent pour passer le feu, si vous avez reçu cette prière que nous avons envoyée à plusieurs d'entre vous et si vous l'avez utilisée avec succès ou même si ça n'a pas marché, vous pouvez nous appeler pour nous dire si vous l'avez utilisé. Dans Les Aventuriers de l'étrange, ce soir, nous réouvrons le dossier passionnant des guérisseurs, des penseurs de secrets, des leveurs de mots, avec plusieurs invités. Je vous l'ai dit en préambule tout à l'heure, on aura par exemple Olivier Schmitz qui va venir nous rejoindre tout à l'heure, après Dominique Camus, pour nous parler de un peu ce qui se passe en dehors de nos frontières françaises. Comment est-ce que ça se passe en Wallonie, donc en Belgique, et s'ils ont le même type de secret, le même genre de guérisseurs, s'ils s'appellent pareil, s'ils travaillent de la même manière. Enfin, vous voyez, on sortira de nos frontières pour découvrir un petit peu tout ça. Mais revenons à Dominique Camus. Dans votre Bretagne, Dominique, Gérard Leroy a été une très belle rencontre. Oh, une très belle rencontre, bien sûr, mais une rencontre parmi plein d'autres que vous avez fait. Des milliers d'autres. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, en fait, cette rencontre, bon, en Bretagne, mais pas seulement en Bretagne. J'ai travaillé sur, on va dire, le Grand Ouest de la France, qui inclut donc la Normandie, une partie des Pays de Loire, la Vendée. Mais bon, des penseurs de secrets ou des leveurs de mots ou des magnétiseurs, il y en a dans toute la France, aussi bien à Perpignan qu'à Strasbourg. Et ils opèrent de la même façon pour les mêmes raisons. C'est pas seulement limité à un terroir. Et de même, ce n'est pas seulement des pratiques rurales, elles sont également urbaines. Ça, c'est important de le préciser aussi. Oui, tout à fait. Oui. Alors, Gérard Leroy. Gérard Leroy, en fait, là c'est l'exemple type, j'allais dire un peu du coup de chance, mais surtout qui révèle ce qu'est le travail de l'ethnologue, c'est-à-dire un travail sur le long terme, sur la durée, qui implique d'être toujours présent auprès de ses interlocuteurs. Là, en l'occurrence, il s'agissait de quelqu'un que je connaissais, à qui je venais faire une visite à la fois de courtoisie, d'amitié, et puis de rediscuter de sa vie, et notamment en axant les choses autour de ses facultés guérisseuses, de ses dons. Donc, il s'agissait de quelqu'un d'âgé, et puis, eh bien, comme par hasard, il y a un souffrant qui est venu. Donc, j'ai eu l'occasion, eh bien, de voir cette personne agir. Ou plutôt, il m'a donné une occasion avec quelque chose à la clé. En fait, tous les penseurs de secrets ne sont pas propriétaires de leurs facultés. Ils en sont dépositaires, c'est-à-dire qu'on leur transmet une faculté guérisseuse moyennant un certain nombre de règles à respecter. On l'a dit tout à l'heure, obligation d'exercer ce genre de faculté, que ça serait absolument avoir un non-sens d'accepter un don pour pas le mettre en œuvre de toute façon. Tout à fait. Obligé aussi d'exercer ce genre de faculté en ne se faisant pas payer. Et enfin, ne pas interrompre la chaîne du don, c'est-à-dire le moment venu, transmettre à son tour ses facultés. Alors, généralement, le moment venu, c'est quand la personne est âgée, elle estime qu'elle en a suffisamment assez fait comme ça, et donc elle cherche un légataire. Alors, il n'y a pas de règle particulière, enfin, c'est très rare qu'il y en ait, on va dire. Il y en a parfois, mais rarement. Disons, la grande règle, c'est de transmettre ça plutôt à quelqu'un en bon exercice physique, à quelqu'un en pleine maturité. On évite de transmettre ça à un enfant. On l'a dit tout à l'heure, le secret doit être préservé. Donc les gamins, on sait très bien qu'ils vont babiller à tout vent, ne serait-ce que pour se faire mousser auprès de leurs copains et copines. Donc on évite de leur transmettre ces secrets. Et puis, surtout dans la mesure où quelquefois, eh bien, il y a une véritable prise du mal par le thérapeute, eh bien, on préfère le transmettre à quelqu'un qui est fort physiquement. Il faut être solide. Dans la pleine maturité, dans la pleine possession de ses moyens physiques, donc on évite les enfants. Et là, eh bien, cette personne qui était âgée, eh bien, tout compte fait, il a trouvé que il en avait assez fait et que c'était une opportunité que je sois là, et qu'en même temps on lui demande d'intervenir, eh bien, pour à la fois satisfaire la curiosité de l'ethnologue, mais surtout, et c'est je pense que c'est là qui comptait pour lui, eh bien, enfin transmettre son don à cette personne pour lequel il avait un petit peu d'estime. Oui. Et en fait, ça s'est toujours fait comme ça.
cela à l'époque quand je faisais vraiment du terrain. C'est-à-dire que maintenant, les dons qu'on me transmet sont souvent des lecteurs, des gens qui me connaissent, qui connaissent mes ouvrages, qui m'ont entendu parfois dans des émissions comme les vôtres, et qui savent que, en fait, je n'ai pas de message particulier à délivrer concernant les soins. J'ai simplement de la connaissance à transmettre pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. Et du coup, bien souvent, les gens me disent, mais tenez, moi, j'ai une formule, elle est pas dans vos ouvrages, vous la connaissez pas, bah tenez, je vous la donne comme ça, vous pourrez la transmettre plus tard, faire un catalogue beaucoup plus complet. Donc voilà. Donc maintenant, en fait, l'information vient plus à moi que à l'époque j'étais quand même mis en demeure d'aller la chercher. Mais ça, c'est 30 ans d'ethnologie sur le sujet. Oui, voilà. C'est plus compliqué que ça. Surtout, un regard avec beaucoup de respect et je dirais presque d'amour vis-à-vis de ces gens que vous avez côtoyés, que vous continuez à côtoyer. Bah, écoutez, au risque de paraître un peu mièvre, non. peut-être bêta, allez savoir. Moi, j'ai toujours considéré, d'ailleurs, je l'ai toujours dit quand je faisais cours à l'époque, eh bien, que l'ethnologue devait aimer son sujet et donc, évidemment, aimer ses sujets, ses interlocuteurs. Ça me paraît évident. Ouais. Bien sûr, il s'agit d'une discipline, il y a donc une méthodologie, il y a des règles, c'est clair, comme pour tout. Mais l'ethnologie, c'est bien autre chose. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est la présence sur le long terme, sur le terrain. C'est des années et des années à côtoyer les gens, à partager ce qu'ils ont en tête, voir leur souffrance lorsque l'on travaille sur un thème comme celui de la maladie. Et ça implique bien autre chose que de la simple méthodologie d'enquête. Oui, je suis d'accord. Alors, Gérard Leroy fait partie de ces guérisseurs qui prennent sur eux le mal. Et lui, ça le met, mais KO quand même. Alors, voilà, on a évoqué tout à l'heure cette question, eh bien, de se débarrasser de la maladie par le truchement d'un objet sur lequel elle sera reportée. Ouais. Alors, c'est effectivement pour des raisons de facilité, pour pas que le guérisseur prenne la maladie sur lui-même et puisse en être affecté. Et c'est vrai que si l'on doit donner une palme en fait à la souffrance que peuvent éprouver des guérisseurs, les gens qui relèvent l'estomac, eh bien peuvent avoir la palme en quelque sorte. Alors, relever l'estomac, dire quand on a l'estomac char, comme on dit en Bretagne, c'est pas parce qu'on a l'estomac dans les talons. Non. L'idée, eh bien, c'est que l'estomac est accroché en fait au sternum par un petit nerf comme ça, et eh bien ce nerf a rompu. Donc l'estomac tombe. Ça se traduit tout simplement par des symptômes assez simples, mais qui sont graves de circonstances, enfin d'effets, à savoir que la personne va régurgiter toute alimentation, va vomir aussi bien les liquides que les solides. Donc on reste pas très longtemps comme ça. Comment faire pour éviter la déshydratation, il est évident qu'on peut pas vivre sous perfusion, ad vitam aeternam. Bien. Qu'à cela ne tienne, on va voir la personne qui a la faculté de relever l'estomac. Ou plutôt, on envoie quelqu'un parce que là, pour vous. En l'occurrence, c'est une dame, c'est la femme du malade qui est venue voir Gérard Leroy. En général, les gens qui ont l'estomac descendu, eh bien, sont malades comme des chiens, sont alités, et donc ne peuvent pas se déplacer. Eh bien, dans ce cas, on envoie une tierce personne, un proche du souffrant, eh bien, qui emmène un objet sur lequel la maladie aurait été reportée. En général, il s'agit souvent d'un linge de corps. C'est le cas de figure là. Cette personne va aller transmettre cela au penseur de secret, en précisant bien aussi le nom, le prénom, parfois l'âge de la personne. S'il s'agit d'un animal, eh bien, on va dire c'est Blanchette, matricule 428, à la robe noire et blanche, par exemple. Donc, il s'agit bien d'identifier le receveur de l'action. Et puis là, eh bien, le penseur va agir comme s'il était en souffrance, enfin, en présence du souffrant, tout simplement, en faisant les signes de croix, par exemple, s'il y a des signes de croix à faire sur l'objet, à savoir le linge de corps, et en récitant mentalement la formule guérisseuse. Alors là, effectivement, pour ce qui est des gens qui
qui relève l'estomac, eh bien, il y a une prise du mal qui est très rapide et puis qui est aussi spectaculaire dans la mesure où là la personne, Monsieur Leroy en l'occurrence, eh bien va très vite éprouver des nausées et être malade. Ah oui, justement oui. aussi parce que c'était quelqu'un d'âgé et que eh bien les symptômes, en fait, les épreuves vont grandissant au fur et à mesure qu'il prend de l'âge. D'où pour lui, en fait, la nécessité après d'arrêter un peu tout ça et de trouver quelqu'un de plus jeune à qui passer son dos. Donc voilà, j'étais la bonne occasion pour lui. Mais il a souffert. Il terminera la soirée alité. Complètement, oui. Alors que dans le même temps, hélas, tous les témoignages concordent. Moi, c'est des dizaines et des dizaines de témoignages que j'ai recueillis comme ça. Eh bien, à des dizaines, voire des centaines de kilomètres, puisque la distance ne joue pas dans le domaine du magique, eh bien, la personne, quasiment instantanément, eh bien, va éprouver un mieux-être et quelques heures plus tard pourra à nouveau s'alimenter, eh bien, sans régurgiter son alimentation. Ce qui est quand même alors que le guérisseur, lui, va passer la nuit allongée à souffrir. Avec des nausées terribles. Ouais. Et, vous, est-ce que vous avez soigné quelqu'un puisque vous êtes maintenant leveur d'estomac? J'essaye de soigner mes concitoyens par la connaissance que je peux leur apporter dans mes ouvrages. Ouais. Non, parce que cette souffrance est quand même énorme, là. Le pauvre, enfin, il transpire énormément, il a transpiré énormément, il a vomi, il était complètement cassé après la séance. Qui passent l'estomac, c'est très très spectaculaire. Voilà, justement parce que la personne éprouve une très très grande chaleur, donc il y a une sudation très forte, et puis après, il se met à vomir. Donc c'est. Mais on peut avoir ça aussi, ce genre de choses, c'est les gens qui passent le feu. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois, alors pareil, chez des gens âgés, donc qui avaient exercé leur faculté des centaines et des centaines de fois pendant leur vie. Eh bien, à certains moments de l'année, 3-4 fois dans l'année, eh bien, ces personnes ont des brûlures qui se développent sur le corps. En fait, moi, j'ai rencontré des gens qui ne pouvaient plus supporter d'avoir des vêtements comme ça sur eux, tellement ils avaient chaud, leur corps était couvert de plaques rouges. En général, ça durait 3-4 jours. Ouais. Et voilà. Et tous disaient que c'était le feu qu'ils avaient pris tout au long de leur vie qui ressurgissait comme ça. D'où la nécessité de ne pas non plus trop exercer, justement, si on ne veut pas subir ce genre de désagrément. Et donc de transmettre le don avant qu'il soit trop tard, en fait avant qu'on soit trop âgé, justement, pour éventuellement en subir certains désagréments. Nous avons ça aussi pour les gens qui soignent des dermatoses, des eczémas, les verrues. D'où le fait que c'est dans ce genre de maladie, d'ailleurs, que l'on voit la mise en œuvre très fréquente de procédés de transfert sur des objets dont on va se débarrasser. Voilà, pour ne pas avoir le mal. Ouais, prendre le mal sur soi, tout à fait. Dominique Camus, ça a été un vrai plaisir encore de partager ces quelques minutes avec vous, vraiment. J'espère que vous nous ferez l'amitié de revenir pour un autre sujet un peu plus tard dans Les Aventuriers de l'étrange. Bien évidemment. Avez-vous un autre livre sur le feu? Parce que là, bon, je vais citer toute votre bibliographie, mais est-ce qu'il y en a un à venir sur lequel vous êtes en train de travailler peut-être? Il y en a un à venir, enfin il y en a en fait deux à venir. Un qui va reprendre le thème de la sorcellerie et qui est une étude anthropo-historique de la sorcellerie. L'idée c'est de savoir ce qui a évolué dans les pratiques de sorcellerie en France. En gros, entre le Moyen-Âge et nos jours, parce que la société a bougé, le contexte a bougé, donc on peut penser, et d'ailleurs à juste titre, eh bien que les pratiques sociales ne sont pas restées inertes. Ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, un ouvrage qui sera un peu un pendant de Paroles magiques ou de Secrets de guérison, mais qui lui portera sur l'analyse des formules de protection. Et tout ce qui concerne les questions liées à la prière guérisseuse et à l'intercession des saints. Et là, vous verrez aussi plusieurs centaines de formules, donc que j'ai recueillies. Ce sont des choses actuelles, utilisées aujourd'hui. Deux occasions de vous recevoir à nouveau dans notre émission, donc. Voilà. Parfait. J'en suis ravi à l'avance. Merci beaucoup, Dominique Camus. Merci à vous. Et bonne fin de soirée. Au revoir.
Dans quelques minutes, un autre invité, il nous fera découvrir le monde des guérisseurs, cette fois-ci en Wallonie. Alors comment est-ce que cela se passe en dehors de nos frontières? Travaillent-ils de la même manière? Les secrets ou les prières sont-elles les mêmes? Réponse dans quelques minutes dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec Olivier Schmitz qui a publié 2 livres à ce sujet, notamment un aux éditions Imago, Soigné par l'invisible, enquête sur les guérisseurs d'aujourd'hui. Et avec lui, nous aborderons également d'autres manières de guérir. Il sera sur Sud Radio dans quelques minutes. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Le groupe Indochine, Ladyboy, dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Olivier Schmitz est notre invité ce soir. Il est anthropologue, il est chercheur aux facultés Saint-Louis de Bruxelles et chargé de cours à l'université Charles de Gaulle, Lille 3. Et il est membre de l'unité de recherche Nomade RSI. D'ailleurs, on en discutera longuement avec lui. Et c'est l'auteur de 2 livres tout à fait passionnants sur le sujet de ce soir, le sujet qui nous intéresse. Le premier livre s'intitule Soigné par l'invisible. Le second, Les médecines en parallèle. Olivier Schmitz, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel temps avez-vous en Belgique? Il fait très chaud, oui. Comme ici. Alors, Olivier Schmitz, vous êtes en ligne avec nous depuis le début de cette émission. Je suppose que vous avez attentivement écouté ce que nous a dit Dominique Camus. Avant de vous demander peut-être quelques réactions, en ce qui vous concerne, vous, quel fut votre territoire d'investigation pour ces 2 livres? En tous les cas, pour ce qui concerne Soigné par l'invisible, pour ma part, j'ai travaillé en Wallonie. Donc la Wallonie, il faut savoir que c'est la partie, disons, francophone de la Belgique, c'est-à-dire la Belgique moins la Flandre, qui est la région de langue flamande, et moins Bruxelles, on va dire. Donc c'est une région, grosso modo, qui compte à peu près 3 300 000 habitants, qui comprend, je dirais, une dizaine de grosses villes, de grosses et de moyennes villes, et un nombre assez important de villages. Ouais. C'est une région surtout urbaine, plutôt à forte majorité agricole, rurale. Mais là précisément, en fait, la Wallonie, il est difficile d'en parler en termes de région urbaine ou rurale. J'ai l'impression que le clivage ne tient plus tellement la route pour ce qui concerne la Wallonie, étant donné que c'est une région assez concentrée, on va dire, d'habitat concentré. Ouais. Et donc, finalement, on peut quasiment parler d'une région généralement urbanisée, dans le sens où, comme vous le savez, on a des réseaux routiers assez développés, donc la distinction monde rural et monde urbain n'est plus tellement valable. Alors moi en fait j'ai choisi de travailler sur une région comme ça assez peut-être différente des régions un peu plus rurales que sont la Normandie et la Bretagne, dans lesquelles ont notamment travaillé Dominique Camus et Jeanne Faure-Sada. Alors moi j'avais choisi de travailler sur la Wallonie parce que j'avais envie d'éviter, si je puis dire, une sorte de clivage des travaux ethnographiques et historiques qui se concentraient sur une petite région, en tous les cas sur un groupe de villages, dans le sens où j'avais envie de saisir à la fois ces pratiques au niveau, on va dire, micro-sociologique, c'est-à-dire comment elles se déroulent dans la consultation, au cabinet, on va dire, des guérisseurs, et d'autre part de la saisir dans son ensemble sociétal, c'est-à-dire j'ai porté pas mal l'attention sur les réseaux sociaux qui unissaient les thérapeutes à leurs patients, etc. Donc de manière véritablement à saisir, on va dire, l'impact socio-géographique de ces pratiques. Oui. Alors pourquoi est-ce que vous vous êtes penché sur les guérisseurs? On parlera avec vous dans un deuxième temps des médecines parallèles comme la géobiologie ou la magnothérapie. Vous nous expliquerez en quoi cela consiste. Pourquoi vous êtes-vous intéressé sur ce côté de recherche? C'est une question à laquelle j'ai quelques difficultés à répondre. En fait, je dirais que, en tous les cas, que à l'origine de mon intérêt pour les guérisseurs et peut-être pour la sorcellerie, en fait, puisque avant tout c'était la sorcellerie que j'avais envie d'étudier. Mais comme Dominique Camus, c'est lié finalement, c'est très proche, sont deux mondes très proches. Évidemment. En fait, il y a probablement chez moi une certaine forme de curiosité pour tout ce qui touche à l'étrange, à l'extraordinaire,
peut-être un peu comme c'est le cas pour vous, hein, vu l'intitulé de votre émission. Tout à fait. Donc par ailleurs, depuis je vais dire depuis une certaine enfance, j'ai pas mal bouquiné, en tous les cas, la littérature fantastique. Je veux dire plutôt la littérature fantastique de terroir, donc les récits de Claude Seignolle, d'auteurs comme Jean Rey, etc. Et j'ai toujours eu un attrait pour ces choses un peu étranges, pour ces dons dont détiennent certaines personnes. Donc probablement qu'il faut y trouver là, en tous les cas, l'origine de mon intérêt pour les guérisseurs. Mais plus particulièrement, je pense qu'il s'est véritablement révélé au cours de mes études, où j'ai eu la chance de suivre des cours d'anthropologie du professeur Robert de Liège, avec qui j'ai fait ma thèse, notamment plus tard. Et au cours de ces cours, j'ai entendu parler des ouvrages de Dominique Camus et de Jeanne Favre-Sada. Donc, oui, allez-y. Et donc pour moi, je réalisais que c'était l'occasion de faire donc un travail professionnel sur des objets qui me passionnaient depuis longtemps. Oui. Alors, vous l'avez bien souligné, comme nous l'avons vu d'ailleurs avec Dominique Camus, qui est intervenu juste avant vous, cette manière de soigner, vous nous avez dit la Wallonie est quand même essentiellement urbaine, est loin de disparaître malgré, je dirais, les progrès de la médecine. Oui, là, j'ai l'impression, en tous les cas, je dirais que poser la question en ces termes, c'est même, quelque part, reprendre et véhiculer, j'ai envie de dire, une sorte de préjugé idéologique, selon lequel les pratiques thérapeutiques des guérisseurs ne seraient finalement qu'une sorte d'ersatz de la seule et vraie biomédecine, de la biomédecine qui est enseignée dans les facultés, celle qui est pratiquée à l'hôpital, etc. Ça revient à l'avancer, à mon avis, l'idée que cette médecine serait capable de résoudre, donc je parle bien de la biomédecine ici, donc la médecine officielle, on va dire, ça reviendrait à dire que finalement cette médecine serait capable de résoudre toutes les difficultés que rencontre le malade atteint d'une maladie, qu'elle soit plus ou moins grave. Alors là, évidemment, j'ai envie de dire que je ne suis pas d'accord. En tous les cas, ce n'est pas le cas, d'après ce qu'on peut observer. J'ai envie de dire que si évidemment la biomédecine a fait d'immenses progrès souhaitables dans la lutte et on va dire le traitement de la maladie, ça c'est incontestable. Il va de soi que les anthropologues et au même titre les sociologues, évidemment, en tous les cas tous ceux qui portent un autre regard sur la maladie ont très bien mis en évidence, en tous les cas savent très bien que la maladie ne se limite pas à sa dimension biologique. Donc la maladie, qu'elle soit plus ou moins grave, j'ai envie de dire, elle est toujours source d'angoisse, elle est source d'incertitude, elle est source d'interrogation. Bref, elle est toujours source elle est toujours à la base, à l'origine, en tous les cas, elle demande toujours des réponses, des explications. Donc j'ai envie de dire que le malade ne peut éviter de se demander pourquoi moi et pas un autre, pourquoi moi je suis atteint par exemple par le VIH et pas mon épouse, pourquoi maintenant, etc. Donc j'ai l'impression que face à la maladie, face à toutes ces questions qui surgissent chez le patient qui en est atteint, j'ai l'impression que le guérisseur finalement, comme la plupart des thérapeutes on va dire parallèles, est beaucoup mieux placé que le médecin pour répondre à ces questions, puisque lui justement, comme l'a très bien souligné Dominique Camus, insiste sur l'environnement du patient, insiste également sur le vécu du patient, sur ses valeurs, sur sa pour lui c'est indissociable. Donc, en fait, on ne peut absolument pas couper la maladie on ne peut absolument pas isoler la dimension biologique de la maladie. Et je pense que là où réussissent très bien les guérisseurs, c'est justement lorsqu'ils mettent le doigt sur ce qui n'est pas biologique, on va dire. C'est-à-dire sur ce qu'on pourrait appeler la part socioculturelle de la maladie. Ce que certains appellent parfois la part psychosomatique ou des choses comme ça. En tous les cas, les termes désignent des choses assez floues, en fait, lorsque l'on parle de la maladie, puisqu'il s'agit toujours de comprendre, de tenter de mettre des mots sur des choses que finalement on comprend très très peu. Alors, partant de là, vous qui avez rencontré beaucoup de guérisseurs et évidemment beaucoup de patients, beaucoup de clients, est-il possible ou c'est une question qui n'aurait même pas lieu d'être posée, de tracer le portrait type du client, du guérisseur ou du rebouteur? Ça, évidemment, c'est très difficile. Je pense qu'on peut évidemment dire que les patients de ces contrebandiers de la médecine, comme les appelait déjà un célèbre folkloriste, qui est Arnold van Gennep, et j'aime beaucoup ce terme parce que vraiment c'est un peu de cette manière-là que les traitent finalement les médecins ou les juristes qui ont affaire de plaintes pour exercice illégal de la médecine, etc. Donc j'ai l'impression que les patients de ces guérisseurs, de ces contrebandiers, proviennent d'à peu près toutes les catégories sociales. Quoi qu'il en soit, j'ai
envie d'un peu mitiger en fait en tous les cas ce portrait, dans le sens où je ne dirais pas que c'est monsieur et madame tout le monde, car bon, on sait bien que si incontestablement beaucoup de personnes recourent à des thérapeutes alternatifs, comme des homéopathes tout simplement, des médecins homéopathes, des acupuncteurs, etc., il ne faut pas oublier que une part très importante de patients, eux, ne recourront jamais à ce type de guérisseur, n'auront jamais affaire à un guérisseur, ne vont jamais aller voir un autre thérapeute que les thérapeutes officiels. Donc, j'aurais envie de dire qu'il y a, en tous les cas, dans le recours à des formes de thérapie alternatives ou complémentaires ou parallèles, etc., peu importe finalement les qualificatifs qu'on utilise, j'aurais plutôt envie de dire qu'il y a certains scénarios typiques par lesquels on est amené à aller consulter un guérisseur ou un rebouteux. Voilà, qui conduisent le malade à aller voir un thérapeute autre. Ouais. C'est par exemple le cas lorsque la maladie tout simplement ne guérit pas avec les remèdes qui, chez d'autres, sont efficaces. Alors là, souvent intervient un proche qui dit au malade, tu sais, ce qui t'arrive, c'est peut-être pas tout à fait normal, tu devrais peut-être aller voir un guérisseur, ou tout simplement quelqu'un qui a fait l'expérience du pouvoir extraordinaire du guérisseur et qui dit, qui en est satisfait. Tu devrais peut-être aller voir Marie ou Louise, parce que tu sais, moi, j'avais des verrues il y a quelque temps, où j'avais aussi des problèmes d'estomac, et presque miraculeusement, après être passé chez Madame Louise, ces problèmes sont partis. Ouais. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a des scénarios typiques, et dans ces scénarios, l'entourage occupe une place importante. Donc il est assez rare que les personnes consultent de leur propre chef un guérisseur. Généralement, c'est toujours sur les conseils d'un tel. C'est toujours quelqu'un qui, dans l'entourage du malade, a soit entendu parler d'un guérisseur qui soignait le mal en question, ou soit qui a fait lui-même l'expérience de ce type de soins. Donc c'est toujours un recours en fait qui est basé sur l'expérience et sur une expérience qui est validée en fait, pas validée par les proches, validée par tout un discours. Alors j'ai envie de dire aussi qu'il y a des situations spécifiques qui induisent le recours à ces guérisseurs. C'est par exemple le cas des maladies chroniques. Donc vous savez qu'aujourd'hui les maladies chroniques occupent une part de plus en plus importante en tous les cas des maladies quel type proches. Par exemple? Donc, par exemple, je veux dire les cancers, je veux dire la séropositivité, qui aujourd'hui est considérée comme une maladie chronique dans le sens où elle ne se guérit pas évidemment, mais elle se soigne. Donc, elle induit toute une série d'inquiétudes par rapport à la relation du patient par rapport à la mort, au temps, etc. Donc, la catégorie de la maladie chronique, j'ai envie de dire, incite certains patients à emprunter des voies thérapeutiques parallèles, dans le sens où ils n'ont pas tout simplement envie de se conformer à ce que leur disent leurs médecins, leurs spécialistes, etc. Ils ont envie d'améliorer leur quotidien. Et souvent, en fait, le recours à des thérapeutes parallèles est motivé par le désir d'éviter les effets négatifs, j'ai envie de dire, des traitements, des maladies chroniques, par exemple. C'est par exemple le cas assez typique des patients qui, en chimiothérapie, qui consultent... C'est très lourd, c'est très fatigant. Pardon ? C'est très lourd, c'est très fatigant. Donc c'est assez typique, en tous les cas c'est assez fréquent aujourd'hui d'entendre des patients en chimiothérapie dire qu'ils vont régulièrement chez des magnétiseurs pour leur redonner un peu d'énergie, puisque les termes énergie, on en parlera probablement tout à l'heure, mais les termes d'énergie, de force, etc. reviennent très souvent pour légitimer le recours aux thérapeutes alternatifs. Donc ce sont à la fois des scénarios typiques dans le cadre par exemple de maladies qui ne guérissent pas bien, ou en tous les cas, dans le cas de maux pour lesquels finalement on ne sait pas trop quoi faire, comme les verrues par exemple, les remèdes qu'on trouve en pharmacie sont jamais tout à fait satisfaisants, ou ce recours s'inscrit dans un itinéraire thérapeutique sur le long terme. Dans le cas des maladies chroniques, on constate aujourd'hui que de plus en plus de malades chroniques, en tous les cas dans le cas de maladies comme le VIH, comme dans le cas de personnes vivant avec le VIH plutôt, dans le cas de certaines formes de cancer, c'est quasiment le passage obligé, j'ai envie de dire, que les statistiques disent qu'on constate que 80% des patients atteints par ces maladies ça leur apporte un confort de vie, quoi. Ouais, exactement. Les motifs qu'ils invoquent pour expliquer ce recours sont divers. C'est pour améliorer en effet leur qualité de vie, pour échapper aux effets néfastes, comme on dit, des traitements lourds de la maladie chronique. Mais c'est aussi tout simplement peut-être pour
pour donner une part peut-être plus spirituelle à leur maladie en tous les cas. Puisque on le verra tout à l'heure, dans beaucoup de médecines parallèles, essentiellement celles qui sont importées, les médecines orientales importées en Occident, la rupture entre le corps, l'esprit, etc. n'est pas aussi claire. Oui, vous nous en parlerez justement. Vous faites allusion, je suppose, au Qigong, c'est ça? Qigong, je crois. Qigong. Je dois vous avouer que j'ai jamais su comment il fallait. Oui, Qigong. Voilà, on va employer ça, ce sera bien. Moi, ça me va. Qigong, la magnothérapie, etc. Mais juste avant de s'accorder une pause, Olivier Schmitz, dites-nous ce qu'est l'unité de recherche Nomade RSI. Alors l'unité, je suis content que vous me posiez cette question, puisqu'en fait je dois beaucoup à cette unité de recherche, puisqu'elle a été créée par un ami proche qui est Laurent Pordier, qui est notamment, qui est très actif dans le domaine de la valorisation, on va dire, des médecines traditionnelles, essentiellement indiennes. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est une unité, mais je dois vous avouer que je vais dire que je travaille indirectement avec cette unité-là. Donc en général, mon travail consiste plutôt à discuter des thématiques de recherche et des choses comme ça. Donc moi personnellement, je ne fais pas partie du personnel de Nomade RSI, mais c'est une unité de recherche qui donc, en fait, je pense que je l'évoquais tout à l'heure, qui cherche à valoriser les médecines traditionnelles alternatives à divers niveaux. Je sais je suis un peu au courant de leur projet, mais notamment ils travaillent sur ils cherchent comment remplacer certains traitements inaccessibles dans certaines régions du monde par des plantes, par la phytothérapie traditionnelle, etc. Ils sont moins chers, évidemment, et plus accessibles. Et donc, moins cher, voire gratuit, puisqu'en général, ils développent des cultures d'Artemisia annua, par exemple, des plantes comme ça qui permettent de soigner le palud, si je ne m'abuse. Enfin, donc, ils sont vraiment très actifs dans ce domaine-là. Et donc voilà, j'étais amené parce que nous faisons, donc Laurent Pordier et moi-même, partie d'un réseau d'anthropologues qui est l'AMADES, dont, à nouveau, je remercie tous les membres ici pour toutes ces recherches passionnantes que l'on a l'occasion de faire ensemble. Et donc, on a été amené un peu naturellement comme ça à se rencontrer. Et donc, c'est notamment Nomade RSI qui a lancé cette collection dans laquelle j'ai pu publier un deuxième ouvrage, mais qui est un ouvrage collectif, cette fois-ci sur les médecines parallèles. Oui, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure longuement. Olivier Schmitz, vous restez avec nous. Une première pause. 0826 300 300. Appelez-nous si vous avez eu un contact avec un guérisseur, si vous êtes allé consulter un guérisseur, un magnétiseur, un rebouteux, pour nous dire ce que vous en avez retiré à titre personnel. 0826 300 300. Vous pouvez également nous contacter par SMS. Vous tapez le mot Sud sur votre portable, vous laissez un espace et vous envoyez votre réaction, votre question au 71 200. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Shakira sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange, c'était Hips Don't Lie. 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler, Emmanuel est derrière le standard pour recueillir toutes vos questions, vos réactions au 0826 300 300. Olivier Schmitz est en notre compagnie, anthropologue, il est chercheur et il a publié 2 livres sur les soins, les médecines en parallèle, on en parlera tout à l'heure, et également sur les guérisseurs. Ce livre s'intitule Soigner par l'invisible aux éditions Imago. Olivier Schmitz, quel type de guérisseur avez-vous rencontré? Est-ce que vous avez fait un tri au préalable? Bon, ça, évidemment, j'ai envie de dire que toute catégorisation comme ça des guérisseurs rencontrés sur le terrain est toujours un peu arbitraire. Mais si on peut dire que les activités et on va dire les pratiques thérapeutiques des guérisseurs sont assez diversifiées, j'ai en tous les cas tenté d'élaborer une typologie plus ou moins conforme des différentes figures des guérisseurs que j'ai pu rencontrer. Vous en avez les cas en Wallonie. Oui. Alors, donc, on va, si vous le voulez bien, rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai envie de savoir si les guérisseurs wallons travaillent comme les guérisseurs que l'on a ici dans notre sud-ouest, en France par exemple, ou ceux qu'a rencontré Dominique Camus dans l'ouest, plus la partie Normandie, Bretagne, mais toujours en France. Vous qui connaissez les ouvrages de Dominique Camus, donc vous connaissez un petit peu comment travaillent les guérisseurs en France. Est-ce qu'il y a des parallèles? Oui, j'ai l'impression et surtout que ce qui se passe ici en Wallonie
c'est à peu près la même chose. Enfin, j'ai envie de dire la même chose que ce qui se passe en France et probablement, dans d'autres parties de l'Europe occidentale, on va dire. Oui, en lisant les ouvrages de Dominique Camus, j'ai vraiment retrouvé, en tous les cas, en allant sur le terrain après la lecture des ouvrages de Dominique Camus, j'ai retrouvé à peu près le même monde, si ce n'est que moi j'ai envie de dire que j'ai rencontré des thérapeutes un peu plus syncrétistes, dans le sens où Dominique Camus parle plutôt de guérisseurs qu'on va dire traditionnels, les penseurs de mots, leveurs de secrets, etc., qui utilisent un don qui leur revient par voie traditionnelle. Moi je me suis assez rapidement rendu compte que mes interlocuteurs finalement combinaient des savoirs, des pratiques, on va dire, traditionnelles, qui proviennent de plusieurs siècles parfois, à des médecines plutôt modernes comme l'homéopathie, l'acupuncture, l'ostéopathie, la radionique, évoquée par Dominique Camus tout à l'heure, qui est une sorte de radiesthésie très compliquée, en fait, qui nécessite la manipulation d'instruments très sophistiqués, qui envoient des champs électromagnétiques aux patients, etc., dont la compréhension est finalement probablement plus ésotérique que les grimoires de magie et d'alchimie. Donc tout fonctionne sur ce qui est très intéressant, c'est que l'univers du guérissage tel que j'ai pu en tous les cas l'observer en Wallonie c'est très fortement modernisé, dans le sens où tout le langage, tout le discours sur la maladie, sur la manière de la traiter, etc., est un discours pseudo-scientifique. On parle d'ondes, de champs vibratoires, d'ondes électromagnétiques perturbant les champs vibratoires de la personne, etc. Et même au niveau des instruments utilisés, on y trouve plutôt des instruments entre guillemets scientifiques. C'est-à-dire que les géobiologues, donc on parlera tout à l'heure, utilisent à la fois des compteurs Geiger pour mesurer la radioactivité, des instruments en fait qui font partie de l'appareillage technique des sciences électromagnétiques. Assez sophistiqué quand même. Oui, tout à fait. Donc on est vraiment dans un j'ai envie de dire dans un monde très syncrétiste. Certains parlent de bric-à-brac magique. Je n'aime pas tellement lorsque l'on parle de ces pratiques en ces termes-là, parce que ça reste quand même des pratiques très cohérentes en soi. Oui, ils ont leur propre logique. Ah oui, tout à fait. Et qui est probablement que les principes sur lesquels ils fonctionnent sont assez proches finalement des lois de la magie, qui sont les lois de la sympathie, les lois de la contagion, etc. Mais le tout se fait dans un discours très scientifique, très pseudo-scientifique, on va dire. Bon, par exemple, les travaux d'un certain benveniste sur la mémoire de l'eau, qui à un certain moment ont légitimé l'efficacité, en tous les cas soutenu l'efficacité de l'homéopathie, par exemple. Ce sont des travaux qui sont censés s'évoquer par mes interlocuteurs pour montrer que finalement il y a autre chose, que ce qu'ils font, ce n'est pas que des savoirs de vieux bouteux de village, mais ce sont des pratiques très sérieuses, mais qui sont méprisées par la médecine. Voilà. Donc ils se cantonnent comme ça dans le monde du dominé, quoi. Olivier Schmitt, nous avons 2 témoignages qui viennent d'arriver au 0826 300 300. Nous allons écouter ensemble le témoignage d'Albert qui nous appelle de Pau. Bonsoir Albert. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Écoutez, moi j'ai très bien. Bon. J'ai vécu il y a quelques années de ça en tant que sportif, qui a eu beaucoup de problèmes par rapport aux articulations, et notamment à une épaule où pendant un certain temps j'ai eu le feu, mais le feu, pas dire le feu une inflammation quelconque, le feu, c'est-à-dire de ne pas pouvoir supporter un drap, un t-shirt, rien, aucun vêtement sur l'épaule. Ah oui. Tout à fait. Et je suis passé par divers médecins qui m'ont conseillé des rhumatologues qui n'ont pas pu faire ce qu'ils souhaitaient, des amis qui m'ont conseillé d'aller voir des personnes qui pouvaient avec des aiguilles éventuellement m'enlever le feu. Ça n'a rien fait. Et tout bêtement, un copain, en discutant comme ça, il me dit, va voir une personne à tel endroit qui va essayer de t'enlever le feu. Alors j'y étais, et cette personne, franchement, je l'ai vue, mais de mes yeux vus, transpirer.
C'est-à-dire mettre les mains contre mon épaule, oui. sentir cette sensation de feu qui s'enlevait et d'elle-même transpirer. Transpirer, c'est-à-dire franchement quelque chose de tout à fait naturel qui n'avait aucun lien, je ne sais avec quelle magie qu'il soit. C'est-à-dire qu'elle a pris le feu que vous aviez sur l'épaule, quoi, en quelque sorte. Elle mettait la main comme ça, ouverte sur mon épaule, oui. et j'avais l'impression d'avoir les quelques poils que j'avais qui s'hérissaient sur mon épaule, oui. et elle m'a enlevé le feu comme ça. Elle m'a enlevé le feu comme ça. Je peux vous garantir que je l'ai refait avec mon gamin qui à un moment donné avait une intoxication au niveau des bronches et qui tout bêtement me dit papa regarde la dame elle ferme les yeux, tais-toi, laisse-la faire. Et il a senti à un moment donné quelque chose de chaud qui s'enlevait de sa poitrine. Ouais. Donc c'est une personne qui a enlevé l'inflammation. Oui, mais dites-moi Albert, une fois qu'elle a pratiqué sur vous cette imposition des mains, vous avez pu retrouver votre épaule normale, je dirais? Mais tout à fait normalement. Et pourtant j'ai eu des massages, j'ai eu des séances de kinésie, j'ai eu des séances d'acupuncture. Des infiltrations, j'imagine aussi. Qui ne m'ont rien fait. Et qui ne m'ont rien fait en règle générale. Ouais. Et quand elle a fait cette apposition, j'ai eu l'impression que le feu s'enlevait de mon épaule. Qui s'enlevait de mon épaule. Et je peux vous dire que dans la région de Pau, beaucoup de gens connaissent 3 ou 4 personnes qui ont ces capacités, ce talent. Ces manipulations, dont une personne sur la région d'Er-sur-Adour, dont une personne dans le coin de Lourdes, dont une personne, on va dire, mais ce sont des personnes qui ont ces dons-là. Alors je ne crois pas que ce soit de la magie, ni que ce soit quoi que ce soit. Ce sont des gens qui ont cette capacité de pouvoir soulager, franchement c'est soulager, et enlever certains trucs. Et là, je vais vous dire, personnellement, j'ai été touché par une inflammation, là, actuellement. Je suis allé voir une personne qui m'a encore enlevé une inflammation au niveau d'une articulation. Et je peux vous dire que depuis 3-4 jours, je m'en sens que mieux. Extraordinaire. Extraordinaire. Alors, je ne crois pas que ce soit de la magie, parce que quelque chose qui est magique... le truc de magique, c'est quelque chose qui fait, je sais pas. Il y a tout un rituel autour. C'est ce que vous voulez dire. Il y a quelque chose de particulier, de malsain. Mais là, c'est clair, quoi. Tandis que là, la personne vous dit, où est-ce que vous avez mal vous lui dites à tel endroit. Elle vous dit, je vais voir. Elle met la main dessus. Elle dit oui, effectivement, là, il y a une inflammation. Si vous lui dites. Tiens, j'ai une inflammation au niveau de l'épaule, alors que vous l'avez au niveau de la cheville ou du genou, elle vous dit, au bout de 30 secondes, je sens pas. Et alors, elle fait le tour, et là, je peux vous dire que, franchement, moi, je l'ai fait avec mon gamin qui avait un problème articulaire à un genou. Quand on est petit, on a tendance à grandir très vite, à vouloir faire des choses plus vite que les autres. Et moi j'ai mal là. Alors elle lui a dit non, là je sens rien. Attends, je vais voir ailleurs. Et il lui a senti, elle lui a dit écoute-moi, c'est franchement là que tu as mal. Et il avait une inflammation au dos qui lui perturbait plusieurs articulations en même temps. Normal. Et c'était l'inflammation au niveau du dos. Et ça n'avait rien à voir avec la magie, je crois, ni quoi que ce soit. Merci Albert pour ce témoignage qui est vraiment intéressant. Olivier Schmitz, on retrouve le scénario que vous avez décrit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui lui a dit écoute, là, je connais une dame qui fait ça et ça fonctionne. Albert de Pau l'a vraiment vécu, lui. Ah oui, ça, je pense que ça ne fait aucun doute. D'ailleurs, Dominique Camus l'a également bien souligné tout à l'heure. Les témoignages de guérison sont vraiment très faciles à collecter. J'ai envie de dire que j'ai envie quand même de tempérer un peu mes propos, mais en tous les cas,
les témoignages de guérison attestée, enfin de soins attestés plutôt, sont très nombreux. Oui, ça, il n'y a aucun doute que dans le cas surtout des pansements de secret et des leveurs de mots, là, je pense qu'il n'y a vraiment aucun doute. Les témoignages sont tellement nombreux que ce serait difficile de remettre cela en question. Mais dites-moi, Olivier Schmitt, vous avez utilisé la penseur de mots, leveur de secrets, ce sont les termes qu'a recueilli Dominique Camus. Quels noms ont les guérisseurs? Est-ce qu'il y a d'autres noms en Wallonie? En fait, à l'exception de ces guérisseurs-là précisément, les autres ont à peu près les mêmes noms que chez vous. On parle de radiesthésistes, des envoûteurs, géobiologues, etc. Mais chez nous, ce qu'on appelle chez vous penseurs de secrets, leveurs de mots, on les appelle les seigneurs. Les seigneurs précisément, avec un petit accent wallon, dans le sens où on dit que ces personnes saignent le mal, et saignent le mal, ça veut dire trace un signe de croix sur le mal en récitant certaines paroles. C'est vraiment la définition que l'on trouve dans les dictionnaires de wallon classiques, etc. Alors, c'est quasiment j'ai envie de dire, point par point, c'est quasiment la figure de vos penseurs de Levaux penseurs de secrets et leveurs de mots que l'on trouve en France. C'est tout à fait le même type de personnage qui reçoit une petite prière, comme on dit en Wallonie, pour soigner certains mots spécifiques. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment notamment pour le feu, quoi. Oui, c'est ça. Entre autres les verrues, les choses comme ça, quoi. Les expressions varient un peu. Disons que c'est plutôt des variations, on va dire régionales, au niveau des appellations des mots, les mots qui sont peut-être plus ici associés à des saints guérisseurs que dans l'univers des leveurs de mots bretons, etc. Mais oui, on retrouve à peu près les mêmes figures, c'est-à-dire qu'on retrouve les rebouteurs, donc qui remettent en place les fractures, les entorses, etc. On retrouve les radiesthésistes, on retrouve les magnétiseurs, les géobiologues, etc. Donc c'est à peu près les mêmes catégories de guérisseurs que nous avons en France. Oui. Dont les domaines d'intervention respectifs sont également à peu près semblables. On va justement retrouver Christiane Olivier Schmitt qui nous appelle pour nous faire part d'une expérience que sa fille a vécue. Christiane, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où, Christiane? Du Gers. Du Gers. Alors, vous, c'est votre fille qui a été brûlée, Oui, ma fille a eu un grave accident et l'airbag a éclaté. Oui. Et elle a été brûlée au 2e degré au visage. Oui, quand même, d'accord. Et elle a été soignée à l'hôpital. Et puis quand elle est revenue chez elle, une voisine lui a dit: "Tu veux pas rester comme ça, je vais t'emmener voir un guérisseur qui enlève le feu." Et alors elle est allée le voir 2 fois. Et la première fois, le pauvre homme était transpiré, il était complètement épuisé. Et il l'a guéri, il a enlevé le feu. Elle a aucune cicatrice. Et elle a eu aucune séquelle. Donc il a réussi à, je vais employer un terme bizarre, mais à tout enlever, quoi. Oui, tout à fait. Et son visage était vraiment beaucoup atteint? Oui, parce que quand elle est sortie de l'hôpital, elle avait tout le visage bandé, avec des crèmes qu'on lui avait mis, on lui avait mis un traitement, quoi, mais complètement. Elle juste les yeux et même le dessus du nez et tout était bandé quand elle est sortie de l'hôpital. Et lorsqu'elle est allée le voir, chaque séance durait longtemps, vous vous en souvenez? Oui, la première fois, elle m'avait dit que c'était assez long. Elle avait pas elle trouvait que c'était long. Elle trouvait que c'était long, parce que ce qui lui faisait la peine, c'est de voir ce monsieur qui transpirait comme ça, qui soufflait beaucoup. Et elle disait, moi je souffrais, mais moi ça me faisait un peu de peine de le voir comme ça. Et maintenant, elle n'a plus aucune séquelle ni cicatrice? Plus rien. Ça, c'est quand même extraordinaire. Oui. Parce qu'elle aurait pu, surtout qu'elle a le teint très très clair. Et non, elle n'a plus rien. Merci beaucoup, Christiane, pour plaisir. Bonne soirée à tous. Merci à vous aussi. Pour votre émission. C'est moi qui vous remercie de nous écouter. Au revoir, Christiane. Olivier Schmitt, j'ai posé cette même question à Dominique Camus. Vous l'avez entendu, bien entendu. On va sortir un petit peu peut-être de vos compétences scientifiques, puisque vous êtes anthropologue. Mais comment est-ce qu'un être humain peut agir comme ça sur quelque chose de biologique finalement, c'est-à-dire réussir à redonner de l'élasticité à la peau, à lui redonner de la vigueur et à ce qu'il n'y ait pas de cicatrice? On ne peut pas tout expliquer
par un phénomène psychosomatique. Non, absolument pas. Donc, en fait, j'ai envie de dire que les anthropologues sont un peu mal placés pour répondre à ces questions-là, puisque, comme à peu près les autres chercheurs. Vous n'êtes pas biologiste, évidemment, vous n'êtes pas docteur en médecine, c'est vrai, c'est compliqué. Et encore, je pense pas qu'un médecin soit mieux placé pour comprendre ce processus incroyable de régénération, de l'épiderme après qu'une brûlure grave, deuxième, parfois même troisième degré, comme ça, lorsqu'elle est signée ou pensée, vraiment ne laisse aucune trace. Et ça, c'est vraiment c'est un constat que l'on retrouve dans de nombreux témoignages. Beaucoup de personnes me disent qu'après la brûlure, après que leur brûlure ait été signée ou soignée par quelqu'un ayant une petite prière, etc., tout a disparu. Il n'y avait plus aucune trace, etc. Cela dit, j'aurais quand même tendance à mettre un bémol parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit ça, mais sur les bras desquels j'ai pu quand même constater qu'il y restait quand même quelque chose en tous les cas. Bon, c'était probablement des brûlures assez graves, donc il faut peut-être un peu tempérer, mais c'est quelque chose qui se dit en tous les cas. C'est quelque chose qui se dit très souvent, que la brûlure ne laisse aucune trace. Alors, ce qui est intéressant, c'est de demander précisément aux signeurs de feu, aux leveurs de feu, comment eux conçoivent-ils leur action, comment est-ce qu'on peut en effet opérer, susciter des résultats aussi étonnants en récitant tout simplement des prières, des petites formules. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous répondent partout. Alors ils disent que ce n'est pas eux qui opèrent, mais c'est la force qu'ils invoquent en récitant la prière. C'est ça. Donc ils disent que finalement eux, ils ne sont que des mortels comme vous et moi, et que le fait de détenir cette petite prière, parce qu'en Wallonie on parle vraiment de prière, on parle de cette petite prière que l'on récite, ça leur permet d'entrer en contact avec des entités, des forces, généralement des saints, ou en fait ou le Christ, ou la Vierge. Ça dépend évidemment des croyances de chacun, mais en tous les cas, ils disent que cette prière les met en communication avec des forces qui les dépassent, forces qui passent par eux, donc ils servent de canal à cette force, et ils la canalisent vers le patient. C'est pour ça qu'il est très important dans ce type de thérapeute, selon eux, de visualiser la maladie, j'ai envie de dire, mais là, dans ce cas la brûlure. C'est-à-dire qu'ils doivent savoir précisément où la personne s'est brûlée. Donc en général, le signeur de feu demande à la personne qui l'appelle, parce qu'aujourd'hui, ces thérapeutes pratiquent essentiellement par téléphone, ce qui est assez étonnant, ce qui montre quand même que c'est une pratique qui s'adapte très bien à la modernité, on va dire. Et donc il suffit, généralement, le signeur demande précisément où la personne s'est brûlée, à la main droite, sur la paume, ou à la jambe, etc. Et il agit par téléphone. Pour qu'elle puisse faire les signes de croix sur son propre corps. Donc elle substitue en quelque sorte son corps. Donc on retrouve quand même cette idée très forte de charité. On prend le mal, on souffre pour l'autre, on souffre pour son prochain, on prend le mal de l'autre pour soi, et c'est le guérisseur qui souffre en fait. Donc vraiment, moi je pense qu'on y retrouve comme ça des valeurs charitables. Dites-moi, Olivier Schmitt, est-ce qu'il y a un guérisseur qui vous a vraiment étonné par ses résultats, qui vous a laissé pantois? J'ai envie de dire que tous les guérisseurs que j'ai rencontrés sont étonnants, dans le sens où tout ce que j'ai appris auprès d'eux, tout ce que j'ai pu observer dans leur pratique était, je vais dire, en opposition avec ce que l'on m'avait appris auparavant. Donc la manière dont ils traitaient le mal, dont ils le prenaient en charge, n'avait rien à voir avec ce que la médecine faisait, en tous les cas ce que j'avais pu voir de ce que la médecine, de la manière dont la médecine opère. Donc j'ai envie de dire comme ça, que tous étaient étonnants dans le sens où ils avaient un discours et une pratique qui était étonnante en soi. Mais j'ai envie de dire surtout que c'est dans la compréhension très subtile qu'ils ont de la demande du patient qui s'adresse à eux, où ils sont les plus étonnants, j'ai envie de dire. J'ai eu l'impression tout au long de mon travail de terrain, qui a quand même duré 5 ans, et donc j'ai travaillé auprès de nombreux guérisseurs, essentiellement des envoûteuses, qui étaient spécialisées dans le traitement de certains symptômes très particuliers, qu'elles avaient vraiment l'art, comme ça, en plaçant tout un discours plutôt symbolique sur le vécu, sur les circonstances dans lesquelles le malheur était arrivé aux personnes, etc. Avait véritablement, comme ça, une pratique très subtile de donner du sens à la maladie et de le prendre en charge. Alors, moi, les praticiennes les plus étonnantes que j'ai pu rencontrer, si je puis dire, ce sont ces personnes-là, ce sont les désenvoûteuses. Je dis les désenvoûteuses parce que je n'ai jamais rencontré d'hommes pratiquant cette forme de thérapie.
j'ai travaillé avec 3 désenvoûteuses pendant plusieurs mois. Et là, vraiment, elles m'ont étonné dans le sens où elles arrivaient à produire des effets bénéfiques incroyables sur des personnes en quelques mois. Donc, dans mon ouvrage Soigné par l'invisible, j'ai essayé de comprendre quels étaient les ressorts thérapeutiques de ce type de cure. Ressorts thérapeutiques qui, à mon avis, fonctionnent sur des ressorts psychodynamisants, comme ça. En tous les cas, toute la cure du désenvoûtement consiste à faire passer la personne de la position de faible victime, à qui il arrive plein de malheurs, mais qui est une victime innocente, à la position, finalement, de personnes actives, toniques, qui reprend goût à la vie, et qui, surtout, veut régler ses comptes avec son sorcier. Donc, en quelques mois de temps, comme ça, elles arrivent à produire un effet psychothérapeutique, j'ai envie de dire, incroyable sur leurs patients. Donc là, je pense que c'était le plus étonnant. J'ai également, enfin, excusez-moi, allez-y. Parce que ce sont des sujets que j'aime bien traiter. J'ai également aussi vu un guérisseur comme ça qui avait la faculté j'ai envie de dire, de matérialiser, enfin pas même matérialiser justement, mais de me rendre visible l'énergie qu'il manipulait. Donc je pouvais voir comme ça entre ses doigts des petits arcs électriques. Enfin, je n'ai jamais su si j'étais pas victime d'une illusion, mais en tous les cas, j'ai cru le voir. Peut-être probablement qu'il m'a suggéré des choses, mais là j'ai vu entre les mains, entre les doigts de ses mains, des petits arcs électriques comme ça. Et il me disait voilà, ça c'est quand on arrive à canaliser cette énergie. Donc j'arrivais presque à la voir, mais probablement que la suggestion doit y jouer. Mais là c'est vraiment le type de situation dont on ne sort pas indemne. Là après vraiment ça chamboule quand même nos convictions. Quoi. Dites-moi Olivier Schmitz, il est 46 et on doit rendre l'antenne à minuit. Et on a plein de choses à voir ensemble. Il va falloir que vous reveniez de toute façon parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir. J'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'est le Qigong. Là on va passer dans l'autre versant de votre livre Les médecines en parallèle. Alors qu'est-ce que le Qigong ? Oui, alors là, je voudrais tout d'abord, allez-y. Parce que là, ça me semble très important que cet ouvrage, en fait, c'est un ouvrage collectif. Donc, mon rôle dans cet ouvrage a consisté à rassembler, en fait, des textes qui relatent des études que d'autres personnes ont réalisées. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas étudié le Qigong, je n'ai fait que rassembler ces textes. Donc, et à les introduire, évidemment, dans une introduction assez générale. Mais, quoi qu'il en soit, le chapitre sur le Qigong dans l'ouvrage, les médecines en parallèle, a été écrit par une collègue, Céline Amiel, que je salue d'ailleurs au passage, et qui probablement nous écoute, puisqu'elle étudie à Aix-en-Provence. D'accord. Et donc, je me sens un peu mal placé pour vous parler de cette technique du corps que je n'ai pas personnellement étudiée. Je pourrais juste, j'ai envie de dire... Nous donner une définition de ce que c'est, quoi. Oui, en fait, mais je suis pas du tout sûr de ce que je dis là, n'étant pas spécialiste, mais d'après ce que j'ai pu en apprendre à la lecture de certains textes, le Qigong est l'une des techniques pas particulièrement thérapeutiques, puisqu'on peut pas vraiment... En fait, il y a différentes formes de Qigong, dont le Qigong médical n'est qu'une seule catégorie, mais c'est une technique du corps qui est issue de la médecine chinoise traditionnelle, qui contient elle-même d'autres pratiques comme la phytothérapie, l'acupuncture, etc. D'accord. Alors, pour aller à l'essentiel, on peut dire que c'est une pratique qui consiste à exécuter très très lentement certains gestes, certains exercices, de manière à favoriser la circulation du chi, de cette énergie qu'ils appellent le chi. Oui, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, qui est très très proche de ce que nous appelons par l'énergie ou par le fluide vital que manipulent et sur lequel travaillent les magnétiseurs et les radiesthésistes. Cela dit, en tant qu'ethnologue, on est plutôt méfiant à faire ce genre de rapprochement, puisque le Qigong, le Qi précisément, est issu de la sphère culturelle chinoise et la notion d'énergie, elle est plutôt propre à notre monde occidental, etc. Donc, c'est vrai que pour comprendre à peu près ce qu'est le Qigong, on peut la rapprocher de cette notion d'énergie, de fluide vital, etc. Mais je suis pas du tout sûr, et je ne pense pas que ce soit la même chose. D'accord. Alors, ce que souligne Céline Amiel dans son texte, en fait, c'est tout d'abord que cette pratique, le Qigong, est une pratique qui est autant médicale que spirituelle. Donc c'est autant une médecine qu'une religion,
Et donc on peut dire qu'il n'y a pas dans cette pratique, comme c'est le cas dans la biomédecine, de séparation nette entre le corps et l'esprit, entre le corps et l'âme, on va dire, et d'autre part que cette pratique a subi toutes les transformations que subissent les médecines traditionnelles exotiques importées dans nos sociétés, c'est-à-dire qui a été européanisée, quoi. Plus ou moins adaptée au public d'occidentaux auxquels elle s'adresse ici dans les instituts de Qigong, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la géobiologie ? Alors la géobiologie, j'ai envie de dire que c'est l'art des sourciers version moderne, dans le sens où c'est une pratique qui est issue de la radiesthésie, qui est issue de la rencontre entre la radiesthésie et la sourcellerie traditionnelle. Donc je dis bien la sourcellerie et pas la sorcellerie, donc c'est la sourcellerie, la détection des sources, des cours d'eau, etc. Et qui consiste grosso modo à soigner l'habitat, le lieu de vie de certaines personnes. Donc, en fait, ce que fait le géobiologue lorsqu'il débarque chez l'un de ses patients, puisque c'est un guérisseur itinérant, c'est lui qui se rend chez ses patients. Donc généralement, il vient chez ses patients avec des mallettes remplies d'instruments plus sophistiqués les uns que les autres, et il cherche à détecter toutes les sources d'ondes négatives qui perturbent l'équilibre vibratoire des lieux d'habitation, ou parfois des bureaux, parfois des magasins, parce qu'en fait on associe on attribue à peu près tout et n'importe quoi aux ondes négatives. Par exemple, un magasin qui va pas très très bien, le géobiologue viendra facilement y détecter plusieurs courants d'ondes négatives qu'il va ensuite neutraliser, etc. Donc, en fait, c'est pas un guérisseur qui traite le corps de ses patients, mais plutôt leur lieu d'habitation, leur environnement. Donc, il y a des géobiologues soft qui se limitent à changer, par exemple, le lit de place, ou à l'orienter de manière nord-sud, par exemple, ce genre de choses-là, ou à entourer la maison d'une ceinture de cuivre pour la protéger contre toutes les sources d'ondes électromagnétiques qui sont toujours des vecteurs, en fait, c'est-à-dire qui ont un amont et un aval, donc il est possible de les neutraliser à la source, lorsque par exemple ce vecteur vient d'un compteur électrique tout simplement, ou d'un réveil à quartz, ou d'un appareil d'électroménager. Et donc en posant toute une kyrielle d'instruments ou d'outils plus ésotériques les uns que les autres, ils assainissent l'environnement électromagnétique des habitations. Mais dites-moi, Olivier Schmitz, pour cet ouvrage qui a été écrit en collaboration avec d'autres chercheurs, est-ce qu'il ne faut pas quand même se méfier de ces médecines parallèles ? Qu'en pensez-vous ? Bon, là c'est une question un peu difficile aussi. J'ai envie de vous dire que non, puisqu'en principe elles sont plutôt toutes les enquêtes portant sur le domaine montrent qu'elles sont de manière générale plutôt bénéfiques pour les patients qui s'adressent à ces médecines parallèles. Je pense que chacun y trouve quelque chose. Chacun y trouve une part des réponses, quelques réponses aux questions qu'il se pose. Bon, probablement qu'il y a des abus, donc et incontestablement, j'ai envie de vous dire qu'il y a des abus, surtout lorsque ces médecines coûtent cher aux patients, etc. Mais j'ai pas envie de dire qu'il faut s'en méfier, non. En tous les cas, il faut vraiment relativiser, parce que on peut difficilement comparer, par exemple, le maraboutage à la pratique du penseur de mots, à ce que fait la désenvoûteuse, à ce que fait un guérisseur. Là, ce que vous dites quand même, Olivier Schmitz, c'est que Dominique Camus l'a souligné également lorsqu'on en a discuté en début d'émission. Ces médecines en parallèle sont différentes je dirais, au niveau peut-être éthique et origine des guérisseurs et des rebouteux. Les guérisseurs et les rebouteux ont une véritable éthique, par exemple quant à l'argent, par exemple quant au rapport aux malades. C'est différent. Ils sont là pour donner vraiment, non ? Véritablement. Là, incontestablement, disons que le guérissage traditionnel, si on peut parler en ces termes-là, est en effet entouré de toute une série de règles éthiques que Dominique Camus a très bien évoquées. En général, on ne peut pas demander de l'argent, par exemple, lorsque l'on soigne quelqu'un avec un secret. En principe, on ne peut pas en tirer un bénéfice. Oui, c'est vrai. Cela dit, c'est tout naturellement que les patients traités déposent, comme Dominique Camus l'a encore évoqué tout à l'heure, déposent un
billets sur la table, etc. Oui, ou vient donner un coup de main. Enfin, ou en tous les cas, oui. Il y a toujours un échange. On est vraiment dans un échange de bons procédés, on va dire. Oui. Ce qui est également le cas de une consultation chez un radiesthésiste, chez un magnétiseur, en principe ne coûte pas plus cher qu'une consultation médicale. Ce qui n'est pas évidemment le cas lorsqu'il s'agit de certains thérapeutes dotés de pouvoirs beaucoup plus puissants, beaucoup plus extraordinaires que ces guérisseurs, on va dire coutumiers, qui sont très fréquents dans nos régions. Mais c'est le cas par exemple des désenvoûteuses qui, elles, en termes d'éthique, on peut quand même se poser beaucoup de questions, même si ce qu'elles font est très efficace, et probablement que les patientes qui les consultent y trouvent véritablement des solutions à leurs problèmes. Mais c'est vrai qu'au niveau des honoraires, on peut difficilement contrôler ce qui se pratique. Mais quoi qu'il en soit, un thérapeute, un guérisseur, une désenvoûteuse qui exagérerait dans ses honoraires, très rapidement, elle perdrait sa clientèle. Donc il faut toujours, en général, on paye en fonction des résultats, mais il y a toujours une limite à ne pas dépasser. Oui. Visiblement, Olivier Schmitt, vous avez entendu parler, concernant les désenvoûteuses, de sommes assez importantes. C'est ce que vous avez l'air de souligner, en tout cas. Pas particulièrement important. J'ai entendu plus de témoignages de consultations très onéreuses de patients qui avaient consulté des marabouts, par exemple. Là, en principe, le maraboutage est quand même beaucoup plus critiquable dans nos sociétés, j'ai envie de dire. Beaucoup plus suspect, en tous les cas. Mais en tous les cas, disons qu'une cure de désenvoûtement, par exemple, se menait, je dirais, entre 250 et 500 euros aujourd'hui. Une cure de désenvoûtement qui peut s'étaler sur plusieurs mois et qui néanmoins produit les effets que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc on n'est pas face à des sommes énormes, quoi. On reste quand même dans le domaine du raisonnable. Et puis de toute façon, les patients dans ces cures-là gardent tout le temps le contrôle. Ils payent ce qu'ils acceptent de payer. Je n'ai jamais entendu, probablement que ça existe, je peux difficilement me prononcer sur ce sujet, mais je n'ai jamais entendu de patients qui venaient se plaindre auprès de moi d'avoir été arnaqués, comme on dit, exploités financièrement par les guérisseurs qu'ils consultaient. Donc je ne sais pas, il y a certainement de l'abus dans ce domaine-là, puisque c'est une activité qui n'est pas contrôlée, qui est incontrôlable. Difficilement contrôlable. On peut facilement, profiter de la crédulité de certaines personnes, etc. Mais j'ai pas envie de dire que c'est quelque chose de très fréquent. J'ai envie de dire que ce n'est pas quelque chose de très fréquent dans le domaine des cures magiques, en tous les cas. Pour conclure, Olivier Schmitt, là vous avez écrit un livre, et ensuite vous avez été rédacteur en chef en quelque sorte d'un second, les médecines en parallèle. Vous travaillez sur quoi ces temps-ci ? Actuellement, en fait, je travaille sur la séropositivité, sur le VIH plus précisément. Donc, je travaille à l'Observatoire du SIDA et des sexualités des donc c'est complètement différent. Saint-Louis de Bruxelles, oui, tout à fait différent. Rien à voir avec les guérisseurs. Non, même si je m'intéresse quand même au recours alternatif et complémentaire des patients atteints par le VIH. C'est pour ça que j'évoquais le cas du VIH tout à l'heure. Je réalise une toute petite enquête sur le sport dans une commune bruxelloise. Et par ailleurs, je coordonne en fait un projet de recherche avec Nomade RSI en partie sur la diffusion de l'homéopathie du monde occidental, l'homéopathie hahnemannienne, au monde indien. Et en fait, un peu plus tard, on abordera d'autres contextes comme le Brésil, l'Afrique, etc., avec des chercheurs de Nomade RSI, à nouveau, qui sont, cela dit en passant, qui sont basés à Toulouse, donc dans votre région là. Et donc je travaille toujours donc sur ces médecines parallèles, mais avec des angles un peu différents en tous les cas. Bon, merci en tout cas Olivier Schmitt de nous avoir accordé un petit peu de votre temps pour nous parler du travail que vous avez réalisé sur les guérisseurs. Je rappelle ce livre qui est vraiment à mon sens incontournable, très très intéressant, comme les bouquins de Dominique Camus, Soigné par l'invisible. Le sous-titre est Enquête sur les guérisseurs aujourd'hui, c'est aux éditions Imago, et l'auteur Olivier Schmitt c'était en notre compagnie. Bonne fin de soirée Olivier Schmitt. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, à bientôt. Bienvenue à vous aussi. Oui, au revoir. Bientôt. Au revoir. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Benedit, les aventuriers de l'étrange. Isilorio Massarini, soutiene Regina Forse.
souhaite une excellente nuit. Elle sera sûrement très agitée en France puisque vous n'êtes pas sans le savoir. Ce soir, l'équipe de France a brillamment battu l'équipe du Brésil par le plus petit des scores, 1-0. Mais cela a suffi pour propulser nos 23 bleus en demi-finale. Ce sera la semaine prochaine et puis peut-être plus tard en finale. Nous le verrons bien. En tout cas, je vous donne rendez-vous demain pour une autre émission des Aventuriers de l'étrange, où là nous aborderons un sujet grave avec beaucoup d'invités très intéressants. Nous parlerons des sectes et des ravages qu'elles occasionnent dans notre région. Nous aurons des présidents de section de l'ADFI, de Toulouse, de Bordeaux, de Montpellier. Nous aurons un spécialiste avec nous de la secte de l'église de Scientologie. Il sera avec nous pour nous aider à comprendre comment est-ce que ce mouvement fonctionne et quels sont ses dangers. Nous parlerons d'autres mouvements sectaires, bien entendu. 0826 300 300, notre répondeur est à votre disposition toute la nuit, toute la journée de demain, tout le temps, 24 heures sur 24. Si vous voulez apporter votre témoignage concernant ce dossier des sectes que nous ouvrirons demain soir de 22h à minuit. Merci à Emmanuel qui a tenu le standard ce soir. Merci à Grégory pour sa réalisation. Merci à Pierre Massias qui m'a donné un coup de main comme d'habitude pour construire cette émission. En ce qui concerne les résultats concernant l'expérience de télépathie, eh bien, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on reportera les résultats, la publication, la divulgation des résultats au week-end prochain parce que ça demande pas mal de boulot et j'ai été un petit peu optimiste en disant qu'on allait pouvoir vous les donner ce week-end. Il y a pas mal de taf. Donc, on vous les donnera promis, juré, le week-end prochain. Passez une bonne nuit.